Bon les gars, ça j'ai trouvé le sujet pour le prochain épisode de Psycho quoi. Les gars, personne n'a une idée? Eh oh, vous m'écoutez au moins? Debout là-dedans, c'est la guerre! Putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être écouté ici? Eh ben écoute mon frère, t'es pas un bon leader, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon leader? Bah... ça peut être le sujet de ta prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'un leader? Avant de répondre à cette question, il va falloir s'en poser une autre. Pourquoi a-t-on besoin d'un leader? Pour répondre, il va falloir essayer de comprendre l'évolution de l'espèce humaine. Notre espèce, au cours de son évolution, ne s'est pas dotée de moyens de défense. Pas de griffes, de poisons ou de crocs acérés pour survivre dans son environnement comme les autres animaux. En revanche, 3 caractéristiques essentielles de l'être humain nous ont permis de survivre à la sélection naturelle et d'en arriver là où on en est aujourd'hui. La première, c'est le mythe prométhéen. Dans le Protagoras de Platon, le personnage éponyme explique qu'à la création de la vie sur Terre, les dieux ont chargé Prométhée et Épiméthée de distribuer les dons physiques aux animaux. Épiméthée distribue donc poils, plumes, griffes, crocs, force, agilité, vitesse aux différents animaux, leur donnant l'apparence qu'on leur connaît aujourd'hui. À la fin de cette distribution, Épiméthée se rend compte qu'il a fait une petite erreur. Il a oublié l'espèce humaine, et il n'a plus rien à leur donner. Prométhée, afin de réparer cette erreur, gravit l'Olympe et vole le feu des dieux, pour l'offrir aux hommes. Dans ce mythe, le feu prend le symbole de la technologie. L'homme, en ayant le feu, accède à la technique et aux outils, lui permettant de se doter des caractéristiques qu'il avait en défaut. La deuxième caractéristique est neurobiologique. L'homme est l'animal qui a le cerveau le plus plastique. Pas en plastique, hein. Plastique pour plasticité cérébrale. Je m'explique. Notre cerveau est constitué entre autres de neurones. Ces neurones sont connectés et communiquent entre eux à travers un espace qui les sépare qu'on appelle la synapse. Chacun de ces neurones a un rôle. Lorsqu'un neurone décède, les neurones adjacents vont coloniser l'espace libéré, prenant alors la fonction de feu ce neurone. Notre cerveau est donc capable de créer de nouvelles connexions entre les neurones et ainsi modifier le réseau neuronal. On dit que le cerveau est malléable. Cette souplesse de l'encéphale nous permet de nous adapter à notre environnement. Ajoutons également qu'il existe des neurones qui seraient responsables de l'empathie et de l'apprentissage. Ces neurones miroirs vont s'activer lorsqu'on cherche par exemple à imiter quelqu'un. Imaginons que j'ai envie d'apprendre à danser. Pour cela, je vais observer quelqu'un twerker. Sauf qu'avant d'imiter le geste et de me ridiculiser, les neurones miroirs vont s'activer et créer une simulation, permettant l'apprentissage du twerk. Ces deux particularités de notre cerveau font que nous nous reposons très peu sur des compétences innées et beaucoup plus sur ce que nous apprenons de l'environnement. Cette faculté d'adaptation a ainsi contribué à notre survie. Mais on a beau être super intelligent et avoir de gros cailloux pour taper sur des bestioles, face à un tigre à dents de sabre ou un mammouth, on s'en sort pas super facilement. Contrairement à d'autres animaux qui sont capables de fuir ou se défendre dès la sortie du ventre de leur mère, nous on est encore très chétifs. Le printemps c'est les flowers, bitch. Retourne dans les testicules de ton père, espèce de branquignol. Et c'est ainsi que l'homme inventa la famille. Les parents vont rester auprès du bébé, avec d'un côté la mère qui va s'occuper du bébé et le nourrir, et de l'autre le père qui va aller chercher la nourriture et le défendre des prédateurs. Et comme plus le groupe est grand, plus les chances de survie sont fortes, récolte de bouffe, surveillance, etc., les hommes se sont regroupés. L'homme est donc un animal social, qui sans ses pairs, ne peut se développer. Mec, c'est quoi le rapport avec le leadership? Bah c'est Walking Dead. Pardon? Bah ouais, le rapport c'est Walking Dead. Dans l'univers de Walking Dead, une invasion de zombies a détruit la société telle que nous la connaissons. Il ne reste que quelques survivants éparpillés ça et là. Et comme on l'a montré précédemment, des humains éparpillés, c'est aussi viable que la virginité de Miley Cyrus. Pour survivre, il faut se regrouper. Mais si dans un groupe chacun fait comme il veut, c'est très vite la merde. C'est là qu'intervient notre héros Rick Grimes, le plus américain des Américains. Après avoir cavalé tout seul en quête de sa femme, il la retrouve finalement dans un groupe de survivants. S'ensuit des péripéties qui vont se dérouler, un peu comme le schéma qui suit, pour les 58 épisodes suivants. Style.
qu'on va faire, on est dans la merde. Faut pas rester là, les gars. Comme des rats. Pour les survivre dans ce foutu merdier, alors écoutez-moi bien. Leur acuité visuelle est basée sur le mouvement. Donc on les isole. On les prend par surprise. Et on leur coupe leur petite tête. Jackson, vous êtes avec moi? Ouais, je suis. C'est parti. On y va, les gars. Rick devient le leader du groupe. Donc, pourquoi a-t-on besoin d'un leader? En cas d'attaque de zombies. Oui, mais pas que. Tout simplement parce que l'homme a besoin que le groupe dans lequel il évolue soit efficace. Et pour qu'il soit efficace, faut pas que chacun aille se balader de son côté, hein. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Il faut quelqu'un pour le structurer et le souder. Il faut quelqu'un qui prenne des décisions. Il faut un leader. Ta-ta-ta-ta. Et des leaders, on en connaît tous. Ils sont de grands hommes ou de moins grands hommes dont les portraits figurent dans les livres d'histoire, sont des chefs d'une communauté religieuse ou d'un mouvement, d'une entreprise ou d'une nation, ou même Robert, ton meilleur ami qui a toujours de si bonnes idées. Mais voilà, si maintenant on sait pourquoi on a besoin d'un leader, on sait toujours pas ce que c'est. Et histoire de compliquer un petit peu les choses, une étude a passé en revue les différentes définitions qui sont données au leadership dans la littérature scientifique. Elle en a dénombré 221 différentes. 221 différentes. Putain, on n'est pas dans la merde. On ne sait pas exactement ce que c'est qu'un leader. Alors comment tu veux qu'on sache ce que c'est qu'un bon leader? Eh bien Fred, c'est très simple. Il y a autant de définitions qu'il y a de théories. Et oui, ça c'est un peu la magie en psychologie, hein. Personne n'est jamais d'accord sur tout complètement. Et du coup, on va s'intéresser à seulement 4 des grandes théories du leadership. Vous vous doutez bien que je vais pas faire les 221, sinon la vidéo durerait beaucoup plus longtemps. Et on commence avec Francis Galton. Alors Francis, c'est le cousin de Charles Motherfucking Darwin. Et il pense que nos facultés, comme l'intelligence, sont transmises par les gènes de nos parents. Il est héréditariste. Ces théories sont plus ou moins à la base de l'eugénisme. Alors qu'est-ce que l'eugénisme? Nous allons faire appel au carton citation. Le carton citation. Ce sont les méthodes pour améliorer l'humain, en donnant aux races ou souches de sang les plus appropriées une meilleure chance de s'imposer rapidement sur les moins adaptées qu'elles ne l'auraient fait autrement. Oui, parce que Francis se pensait un petit peu supérieur aux autres. Hein. Tiens, c'est étrange, ça me rappelle un petit moustachu en colère qui vivait en Allemagne dans les années 30. Qui ça peut bien être? Donc, pour le petit Francis, le leadership repose avant tout sur des compétences détenues par des individus particuliers. Autrement dit, il y a d'un côté des leaders nés et de l'autre des pecnos. Ok. Je comprends assez vite comment ça a pu déraper. Mais alors, quels sont ces fameux traits de leader? C'est l'heure du carton statistique. C'est le carton statistique. Carton statistique. Des études ont montré qu'il y avait des liens entre efficacité du leader et intelligence, intelligence émotionnelle, sociabilité, fiabilité et extraversion. Et on n'observe absolument aucun lien avec l'agréabilité. Hein. Pour ceux qui se diraient « Mais c'est quand même obligé d'être sympa, un bon leader il doit être sympa, regarde Steve Jobs, il était sympa lui, les gens doivent l'aimer quand même, faut quand même être sympa dans la vie quand même. C'est sympa d'être sympa, soyons sympas, allez les gars, c'est sympa d'être... Ta gueule !» Ce qu'on peut en dire, bah déjà les liens observés sont assez faibles. Hein. D'autre part, cette approche n'est pas suffisante, car elle part du principe que ces leaders ont tous une personnalité identique. Or, ils évoluent tous dans des situations qui sont différentes. On ne peut pas comparer un leader politique avec un leader spirituel. On ne peut pas comparer un leader d'entreprise avec un leader militaire. Ça n'a pas de sens, parce qu'ils évoluent tous dans des contextes qui sont bien différents. Donc déjà, vous pouvez être rassurés, hein, c'est pas parce que vous êtes des billes et que personne vous écoute jamais que c'est mort. Ça commence juste très mal. Je vais appeler la seconde théorie celle du toutou à sa maman. Vous allez comprendre pourquoi. Chihuahua. Un leader est quelqu'un qui mène. Ouais, j'ai fait le V2 anglais, ouais. Et pour que quelqu'un mène, il faut que des gens suivent. T'es devenu contre de plan ou... Attends. Selon le toutou à sa maman...
Chihuahua. Il y a une transaction qui s'opère entre le leader et ceux qui le suivent, les collaborateurs. On parle de leadership transactionnel. Le leader ici va récompenser ou punir le collaborateur en fonction de ce qu'il apporte à l'entreprise. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Mais si tu échoues, je te jeterai au crocodile. Le leader va donner un sucre au toutou quand il donne la papate. Chihuahua. Alors selon ce modèle, cela permettrait d'atteindre les objectifs en motivant le collaborateur à traverser des objectifs bien établis qui le récompensent lorsqu'ils sont atteints. La critique que l'on peut faire à ce modèle, c'est que la relation qui s'établit entre le collaborateur et le leader devient très superficielle et temporaire. Les conséquences de tout ça ? Bah déjà une ambiance bien pourrie dans la boîte, hein. Non, pas celle-là. Parce que forcément, hein, lorsque tu donnes des récompenses à certains et des punitions à d'autres, bah, ça fait des jaloux. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. De plus, ça ne motive pas les collaborateurs à se dépasser, à accomplir leur destinée inspirée par le leader. C'est le prochain modèle de leadership, c'est ça? Exactement! Dans le modèle du leadership transformationnel, l'objectif est d'élever et d'élargir les intérêts du collaborateur en le convainquant de dépasser son intérêt personnel pour le bien commun. Pour cela, le leader doit disposer de 4 caractéristiques. La première est le charisme. Elle permet notamment aux collaborateurs de s'identifier à leur leader. Et en effet, un leader sans charisme, ça donne pas envie de le suivre. La seconde est l'inspiration, qui consiste à motiver les collaborateurs à se dépasser et à se consacrer à la réussite de l'organisation en leur proposant des challenges. Challenge accepted. Le leader doit stimuler ses collaborateurs en leur proposant de nouveaux cadres de réflexion. Enfin, le leader doit faire preuve de considération et impliquer le collaborateur dans la décision. Il s'agit d'être à l'écoute et leur donner le sentiment de compter, ou tout du moins le leur faire croire. Et effectivement, lorsque notre chef ne nous inspire pas, lorsqu'il n'est pas charismatique, lorsqu'il ne donne pas de nouveaux cadres de réflexion, et lorsqu'il ne nous écoute pas, nous n'avons pas envie de le suivre. Cocorico. C'est également le modèle utilisé dans la Silicon Valley par Google et Apple. Le problème, bah c'est un peu le même que le premier en fait. Il prend pas assez compte du contexte. Oh, mais regardez ce qui sort de derrière les fagots. Une théorie qui prend en compte le contexte. Non mais c'est dingue ça! Après cette révélation, des émeutes éclatent un peu partout en France demandant la proclamation de Quentin comme le nouveau messie. Sur le point de se rendre, le Vatican monte une armée pour faire face à l'opposition. Cet incident libère alors les 4 cavaliers de l'Apocalypse, peste, famine, guerre et mort, provoquant la destruction de la Terre et de l'univers connu. T'en fous ton univers connu. Bref, ceci est le modèle du leadership situationnel. Il part du principe que le leader doit s'adapter à chacun de ses collaborateurs, aussi différents soient-ils. Et oui, même Pedro, ton collègue un peu chelou, qui renifle des petites culottes derrière la machine à café, pensant que tu ne l'as pas vu, pendant que tu dégustais ton Voluto Longo en postant sur Twitter les détails insipides de ta vie pathétique. Hier, je me suis acheté un pull. Lol. Donc, le leader doit s'adapter à ses collaborateurs. On va retrouver 4 situations différentes qui vont dépendre de ce que l'on va appeler la maturité du collaborateur, c'est-à-dire ses compétences et sa motivation. Aux extrêmes, il y aura des collaborateurs peu motivés et peu compétents, et des collaborateurs motivés et très compétents. Entre les deux, il y aura des collaborateurs motivés mais pas compétents, et des collaborateurs compétents mais pas motivés. Vous n'avez pas tout saisi? Quoi de mieux pour comprendre ce modèle qu'un... Un verre, un attrape-mouche, un lit, un wagon-lit, un colis. Bah non, un exemple. Il y avait marqué exemple. Un exemple! Youhou! Et pour cet exemple, je vais utiliser une série que l'on connaît tous. Et j'ai bien dit tous. Cette série écrite sous la plume aiguisée de la référence comique française du 21e siècle. Je veux bien sûr parler de... C'est Franklin! Kaamelott! Alors pour tous les enfants placards qui nous regardent, Kaamelott est une série écrite par Alexandre Astier et qui met en scène le roi Arthur et ses fidèles chevaliers de la table ronde à la conquête du Graal, coupe légendaire ayant contenu le sang du Christ. Que le Graal ne soit ni un vase, ni une coupe, mais un récipient. Ah là 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 là. Des répliques cultes, des personnages tous plus cons les uns que les autres. Que de bonnes raisons d'aimer cette série. Revenons à notre exemple. Ici, le roi Arthur sera le leader. Moi? Enfin peut-être ma chance de briller? Ah, oui. Ne refais plus jamais ça. Non. Perceval et Caradoc, qui sont 2 bonnes grosses quiches comme on les aime, sont des collaborateurs sans compétences ni motivation. Qu'on n'était pas embarqué sur Frêle-Esquif. Ah bon? Et sur quoi alors? Sur rien du tout. On est resté sur le bord. Moi j'avais juste enlevé mes bottines. Afin d'utiliser au mieux leur potentiel, le roi Arthur va devoir adopter un leadership dit autocratique.
il doit donner des directives précises, prendre les décisions et contrôler la performance de ses collaborateurs. Du côté de la forêt, un peu après la clairière, où il y a une grosse pierre qui ressemble à une miche de pain. Voilà! Là, c'est pro! Là, je comprends! Merlin l'Enchanteur, une sorte de Gérard Majax des cours de récré, n'est pas compétent, mais il est motivé. Elias, je vais te soumettre une énigme. Si tu échoues, tu retourneras d'où tu viens sans demander ton reste. J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Putain, il est fort ce con. Le roi Arthur doit donc adopter un leadership de motivation. Il fournit un soutien professionnel et il cherche à développer son collaborateur. Oh la vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Essayez-en une autre pour voir. Léo Dagan, le beau-père du roi, est un chevalier aguerri. Il a de fortes compétences, mais peu de motivation. C'est quand même pas ma faute à moi si j'ai l'armée la plus indisciplinée de toute l'histoire martiale. Ils sont pas indisciplinés, ils sont très cons, mais c'est pas les mauvais gars. Mais on s'arrache les cheveux à leur instruire des postures d'attente. Résultat, ils cassent la graine au milieu du champ de bataille. Mais c'est pas encore un champ de bataille, y a pas d'ennemis. Déjà. Mais heureusement qu'il n'y a pas d'ennemis. Parce que mettons qu'ils se pointent maintenant et tombent sur une fine équipe. 2 mecs sur 3 en train de pique-niquer dans l'herbe. Oh, bah laissez-les bouffer, qu'est-ce que ça peut vous faire? Le roi doit adopter un leadership de participation en l'impliquant dans la prise de décision pour le motiver. Leader et collaborateurs décident ensemble et travaillent sur un pied d'égalité. Prenez la roue, par exemple. Bah ça c'est festif. D'abord parce que le condamné est attaché et on commence par lui casser les bras et les jambes. Bon, tout le monde peut venir avec son petit bâton, les gens participent, c'est convivial. Non. Enfin, Lancelot du Lac, chevalier errant, la pucelle comme j'aime à l'appeler, est le bras droit du roi Arthur. Il est compétent et motivé. Bah j'avais pas grand chose cette semaine. J'ai bien sauvé un vieux avec ses 2 fils dans un incendie de forêt, mais... Et le roi trouve pas ça bien? Bah disons que je l'ai habitué à mieux. Ah ouais? Nous ça va, on l'a habitué à rien du tout. Arthur peut donc adopter un leadership de délégation. Il laisse la décision à son collaborateur. Ah oui, au fait, j'avais besoin de quelqu'un pour une mission de confiance. Alors, je voulais vous demander si vous pouvez me trouver un chevalier qui... Bon, Un chevalier digne de confiance? Voilà, oui. Ça va pas être facile. C'est pourquoi au juste? Ce serait pour veiller sur la reine pendant que je m'absente. Oh, je vais le faire, moi. C'est un modèle de leadership que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'on peut expliquer Camelot avec, ça me fait plaisir. Et ensuite, parce que c'est quand même le seul qui met le travailleur au premier plan. Seulement, une étude a montré que les différents styles qu'un leader peut adopter dans le leadership situationnel ne sont pas universels. Spatio-universel? Putain, mais c'est quoi cette vidéo de merde? Tu nous expliques même pas ce que c'est qu'un bon leader? C'est n'importe quoi, je pète un câble, je pète un câble! C'est n'importe quoi. Plus jamais qu'on revoit. Va te foutre. Alors déjà, Jean-Michel Tocard, tu te calmes. Et effectivement, je ne répondrai pas à cette question. Déjà, parce qu'il suffit de taper leadership sur le moteur de recherche Amazon pour trouver 206 558 références. Il y a déjà des tonnes de livres qui expliquent tous de façon différente comment devenir un bon leader. Alors c'est pas moi, dans une vidéo YouTube, qui vais vous donner la réponse universelle. Ah, et aussi parce qu'il n'y a pas de réponse universelle. Bah oui, le leadership est un domaine toujours en mouvement, puisque la société dans laquelle il s'inscrit évolue constamment. La mondialisation, l'éthique, Internet se sont développés et ont changé la société telle que nous la connaissions. Un modèle valable aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Alors comment être un bon leader? J'en sais rien. Mais rien qu'en vous posant cette question, vous soulevez des problématiques qui vont vous aider à trouver un style de leadership qui conviendra autant à ceux qui vous suivent qu'à vous. Le problème, c'est qu'on peut être un bon leader sans forcément être un homme bon. Les sectes en sont l'exemple parfait, On en parlera des sectes, Ce pouvoir que ces individus exercent peuvent amener leurs collaborateurs à commettre des actes terribles, comme des suicides, ou des meurtres même. La Manson Family en est un exemple. En attendant, ne perdez pas de vue qu'il n'y a pas de leader sans ceux qui le suivent. Voyons pour tous après, le pognon et le succès, les filles, l'amour, la piscine remplie de revient. Ouais, on est toujours prêt à décrocher la lune. Pourquoi tes poches sont-elles vides? Pourquoi les miennes sont-elles pleines de thunes?